D'abord, bonjour à toutes et à tous. Et puis pour moi, c'est un vrai plaisir vraiment partager avec vous ma vision personnelle, mais aussi professionnelle, parce que je suis responsable de l'ingénierie mécanique chez Renault. Et donc, forcément, ce que je vais vous dire, ça relève, parce qu'on parle du futur, d'une partie de mon intuition et ma vision personnelle, une partie aussi de ce qui est construit et de façon formelle et officielle et stratégiquement dans l'entreprise. Voilà, pour commencer, ce que je voulais vous dire et pour que vous compreniez exactement. Ah, voilà. L'exposé est on va vraiment reconnaître que notre industrie, vraiment, l'industrie de l'automobile, mais l'industrie de la mécanique, proprement dit, il est vraiment dans une phase de pleine transformation et mutation. Et même si ça paraît une banalité, je pense que c'est absolument vrai qu'on est dans ce qu'on appelle les Anglais des tipping points, un point crucial où il va falloir choisir et il va falloir décider un peu quel chemin à suivre. Et dans l'incertitude qui toujours nous amène l'avenir, au moins il y a des bonnes nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles qu'on connaît le point de départ, c'est le point d'aujourd'hui, mais on connaît le point d'arrivée. Et le point d'arrivée, clairement, c'est la voiture électrique, et qui soit des voitures traitées avec des batteries, ou soit avec des piles à combustible, ou soit avec d'autres systèmes, mais ça sera les futurs électriques. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne sait pas quel est le temps que ça va prendre. On ne sait pas trop bien quel est le parcours idéal pour y arriver. On ne sait pas non plus quels sont les nombres d'étapes à franchir qui optimisent l'équation. Donc chaque constructeur, il devra choisir sa solution, son stratégie, c'est ça, faire des choix, et puis faire les parcours. Et ce qui est vrai aussi, c'est que l'effort à faire est considérable et d'ores et déjà, il faut vraiment s'y mettre dans les, je ne veux pas dire un anachronisme, mais dans les tableaux de design. Voilà. Bon, donc l'exposé il est structuré en trois parties. D'abord, je vais vous parler on va revisiter un peu le contexte et les inducteurs principaux qui modèlent l'industrie. Et le deuxième volet, je vais vous parler des réponses, c'est-à-dire comment on envisage de faire face à ces contraintes. Et notamment, je vais vous donner la vision un peu Renault et peut-être quelques nouveautés aussi que vous ne connaissez pas. Et puis, à la fin, on fera un peu des conclusions sur quels sont les points à retenir et je me soumettrai à votre question. J'essaierai de répondre pertinemment. Voilà, donc d'abord, les principaux inducteurs qui façonnent les paysages. Donc, pardon, qu'est-ce que c'est là ? Bon, ce que vous avez dans les slides, c'est basiquement c'est très connu. Je crois que ça forme partie un peu des présentations standards de la plupart des intervenants ou de la plupart un peu des gens qui sont concernés dans ce monde industriel. D'un côté, clairement, on a un panorama qu'on peut appeler environnemental ou social où on fait face à des changements importants, comme c'est les changements climatiques et les émissions de CO2 et l'impact des gaz à effet de serre sur le climat de la planète et sur la nature. Et d'autre côté, on a un autre phénomène que c'est les congestions des grandes villes. Et puis, on fait face aussi au problème de la qualité de l'air et donc les émissions polluantes. Un troisième sujet, c'est la raréfaction de certaines ressources, comme ce sont les ressources peut-être du pétrole et d'autres. On fait face à des contraintes économiques très fortes, comme c'est effectivement des normes
qui oblige à faire des évolutions techniques importantes pour réduire les niveaux des consommations au niveau des CO2 et avec une tendance à vraiment appliquer ce type de normes partout dans les principaux marchés et notamment les marchés émergents qui sont en forte croissance et qui sont connus comme BRIC. On a certaines ressources du fait de la croissance très forte de l'automobile qui commence aussi à être en flux tendu et donc les prix commencent à poser problème pour la compétitivité de l'industrie. Notamment, il y a des matériaux, comme les matériaux qui viennent avec l'électrification, comme ce sont les cuivres, les terres rares qu'on utilise sur certaines motorisations électriques, qui constituent déjà aussi une source de compétition. On parle de temps en temps aussi du lithium. Et puis, on a la question, surtout quand on a une vision du marché mondial, sur l'accessibilité aux carburants et la qualité et la typologie qui n'est pas toujours la même. Et donc, ça nous induit aussi des contraintes supplémentaires parce que ça génère la diversité des solutions. Il ne faut pas oublier, parce qu'on parle très souvent des... Je ne sais pas, vous voyez, voilà. Et on parle très souvent des contraintes, pour dire comme ça, externes, mais il ne faut pas oublier, et ça c'est une erreur qu'on a commise les dernières années parfois, c'est d'oublier les clients. Finalement, c'est le client qui est le moteur de l'industrie et il y a une tendance très claire de demander des solutions de plus en plus raffinées qui soient en expérience de conduite, ce qu'on appelle le plaisir de conduite ou le fun to drive en anglais. Et puis, bien sûr, avec parfois des positions exotiques très rationnelles par rapport à quel est le coût d'utilisation, ce qu'on appelle les cost of ownership. Et puis, surtout aussi, la fiabilité, la sécurité, et en termes aussi de réputation de l'image des marques. Donc, ces éléments-là, ils sont parfois les principaux drivers des achats ou des rejets d'achat des clients. Et donc, cet élément-là, il faut continuer à les développer. Pardon. Voilà, donc tout cela pour vous dire que le modèle qu'on a construit dans l'industrie automobile, et notamment pour ce qui concerne l'aspect mécanique, pendant tout ce qui était le siècle 20, aujourd'hui, il est plus soutenable. Il faut qu'on trouve une combinaison, une réponse à tous ces niveaux de contraintes et qu'on construit un modèle de croissance vraiment soutenable. Donc, tout ce que je vais vous raconter après, ça va orienter dans ce sens-là. En dehors de ces contraintes, j'ai voulu, qui, comme je vous disais, ce sont plus du terrain battu, et je voulais insister sur 3 éléments qui sont des vraies discontinuités, qui peut-être sont les principaux facteurs qui nous font aujourd'hui bouger et qui façonnent les réponses qu'on va donner. Le premier, c'est la sévérisation des normes ou de la réglementation qui concerne les émissions de CO2. Alors, ce qu'on voit bien, vous voyez, bon, le slide, il n'est pas très clair, mais vous voyez des courbes qui représentent effectivement ces limites réglementaires par marché. Et on voit l'Europe comme les plus sévères, mais on voit la Chine, on voit les États-Unis, on voit le Japon, on voit le Brésil aussi. Je ne sais pas écrit dans l'image, mais on vient de sortir aussi la norme brésilienne. Ce qu'on détecte, c'est que tous les pays y mettent des conditions très sévères, que ces conditions, en plus, ils ne sont pas linéaires, contrairement à ce qu'on s'est dit. Il y a vraiment une tendance à l'accélération, vous voyez. Et puis, vraiment, quand on regarde les chiffres dedans, ça oblige, c'est obligé, c'est la norme, c'est la loi, de vraiment faire des solutions techniques adaptées. Et les solutions techniques ne sont pas les actuelles. La deuxième discontinuité qu'on trouve très fort, c'est la croissance des marchés qu'on appelait jusqu'à là émergents. Je ne sais pas s'il faut les appeler plus émergents, comme c'est la Chine, le Brésil, la Russie et puis l'Inde. Et donc ces marchés émergents, ils ont 2 phénomènes. D'abord, il y a une croissance organique du marché, donc plus de clients et plus de besoins à satisfaire. D'autre côté, ce sont des centres de production, ils sont loin de l'Europe et ils dérivent quelque part l'effort industriel
et l'effort d'investissement vers ces pays-là. Donc, et ça, forcément, a une conséquence sur les bases classiques ou traditionnelles des constructeurs. Et le troisième élément de discontinuité, c'est vraiment un changement fort qui est en train de s'opérer dans ce qui est la segmentation du marché. Ce qu'on voit vient que basiquement les volumes, classiquement, ils se faisaient dans les segments milieu des gammes dans le marché. Et puis, on commence à voir, on les voit déjà, et c'est depuis quelques années, une tendance très forte, d'un côté, en développement d'un marché qu'on peut appeler ultra low cost, et puis d'autre côté, avec une vision très rationnelle de l'automobile, très utilitaire, et puis d'autre côté, un marché premium aussi qui croît au-dessus de la moyenne du marché. Et comme ils croient, et ce sont bien sûr des clients qui peuvent se permettre des solutions un petit peu plus riches, ça pousse énormément aussi les solutions techniques vers des choses plus compliquées, plus sophistiquées, plus efficientes, mais moins abordables pour les milieux du marché. Donc ça nous oblige forcément à faire une segmentation au sein de la gamme des produits qu'on développe pour répondre à toutes ces différentes attentes et contraintes. Donc la réponse à ça, c'est une diversité accrue dans nos gammes. Voilà, pour vous finir un peu ces visions panoramiques, on a finalement un changement d'ici à 2030, un peu de ce qui est la chaîne de valeur de l'industrie. D'abord, les changements technologiques, surtout avec l'électrification, l'optimisation des solutions conventionnelles et l'électrification à des différents degrés des groupes motopropulseurs, avec une tendance très très forte dans le sizing. Ça va lier à l'efficience, ça va lier aussi au développement du bas de gamme. Et puis, deuxième changement important, c'est les changements géographiques, on va dire, la mutation géographique des pays classiquement industrialisés vers les pays émergents. La troisième, et ça c'est très important, je pense que c'est un message pour vous tous, c'est les changements de la valeur ajoutée dans tout ce qui est la chaîne de valeur de l'automobile. Avec l'électrification, il apparaît des composants qui n'existaient pas auparavant ou qu'on n'utilisait pas auparavant à cette échelle, comme ce sont des moteurs électriques, des batteries, des modules d'électronique de puissance. Tous ces éléments-là, qui très souvent sont plus coûteux que ce qu'on jusqu'à là on mettait dans l'automobile. Et ça va poser un problème, c'est-à-dire que la partie de ces chaînes de valeur qui est maîtrisée par les constructeurs est celle qui est maîtrisée par les fournisseurs. Une batterie aujourd'hui coûte largement plus qu'un moteur de combustion, une boîte de vitesse. Et donc forcément, il va falloir que les acteurs se repositionnent, mais en même temps, ça va donner énormément des opportunités de création de nouveaux business et de, on va dire, façonnement du panorama. Et puis le quatrième point important, c'est les compétences. C'est-à-dire tout ce qu'on a à faire, ça nécessite quand même des compétences très fortes d'ingénierie. Ce sont moi je l'appelle à l'ère du monde de la mécanique vers le monde de la mécantronique, c'est un terme un peu bizarre, mais qui mélange la mécanique, la chimie pour tout ce qui est la technologie batterie et l'électronique à forte dose partout dans les moteurs. Donc et ça forcément aussi, ça a un impact énormément dans la société, dans la formation des nouveaux ingénieurs, et puis on va dire ce qu'on appelle la compétition pour chercher les bons talents. Excusez-moi. Je sais pas. Voilà, je vais passer maintenant pour entrer un petit peu plus sur la réponse technique. Et sur quelques éléments très rapidement, parce que la plupart vous les connaissez. D'abord, je vais faire un point sur l'impact des normes. Ça, dans les slides que vous avez, c'est une photo assez classique, multi-axe. On voit les différents niveaux des polluants et comment les normes, depuis l'année 2000, depuis l'Euro 2, jusqu'à ce qui va être le futur Euro 6C, la dernière version de la norme Euro 6, ça représente en termes de réduction. Donc, vous voyez qu'il y a un effort un effort considérable de l'industrie pour vraiment réduire l'impact
de l'automobile dans ce qui est la qualité de l'air. Cet effort-là, forcément, ça nécessite énormément d'investissements techniques. Pas toujours, et ça c'est un des challenges qu'on a, pas toujours facile à neutraliser en termes de réduction des coûts. Donc, en général, et l'accélération aussi des normes, ça nous challenge à faire face à une augmentation des coûts de base. Et forcément, les clients ne sont pas prêts à payer plus que dans le passé. Et ça va créer des mutations entre les technologies. Par exemple, essence diesel, ça, les normes Euro 6, il aura certainement un fort impact. En parlant de l'Euro 6, une nouvelle contrainte qu'on a, c'est que les cycles des émissions, des cycles de certification changent. Donc maintenant, on a un cycle qui est plus, disons, plus représentatif de la réalité d'usage de l'automobile. Donc vous voyez les cycles NNDC, la zone orange, les champs de la cartographie d'utilisation du moteur est beaucoup plus restreinte que la nouvelle procédure WLTP. Et donc, ça lié à des conditions aussi des tests beaucoup plus représentatifs avec les états différents consommateurs de l'automobile plus réels. Et il y a des dispositifs qui se présentent et s'annoncent sur le marché comme cette espèce de machin qui est installé sur l'arrière du véhicule qui peuvent mesurer les consommations en temps réel. Et donc, qui va générer aussi un stress, on va dire, sur les réglages des moteurs et les réglages des groupes motopropulseurs. Et ça va donner quelque part aussi un effort additionnel pour faire des solutions plus complètes et plus totales. Bon, je passe très rapidement. Ça, ce sont les visions des normes que vous voyez là en plus en détail. Presque l'Europe aujourd'hui est leader en termes des restrictions des émissions CO2, mais tous les autres pays s'approchent. Vous voyez basiquement que la convergence est en accélération. Je voudrais aussi profiter pour vous montrer un peu les derniers résultats qu'on a en matière des émissions moyennes du café en Europe avec Renault depuis quelques années. On travaille dur et bon, les résultats du premier trimestre, ils annonçaient déjà que Renault était le leader en matière des émissions CO2 avec 116 grammes en moyenne de la gamme. Et tout ça grâce notamment à l'effort qu'on a porté depuis quelques années sur l'optimisation des moteurs à technologie conventionnelle, plus l'introduction, même si aujourd'hui la contribution est encore très modeste, des véhicules électriques. Et un autre élément très important que je vous annonce aussi sur l'aspect mondialisation, on voit qu'en dehors de ce qui est l'Europe et le nord de l'Afrique, ça c'est la partie grise, où là encore les mix diesel est très fort. Le reste du monde, ce sont des moteurs essence. Et donc aujourd'hui, l'effort de l'entreprise, il est porté à développer des moteurs essence, vous allez dire des technologies plus ou moins classiques, mais beaucoup plus modernes que dans le passé, donc plus agréables à conduire, avec des niveaux de consommation beaucoup plus bas et bien évidemment compatibles avec les normes des émissions. Donc l'effort qu'aujourd'hui on fait est énormément dans ce sens-là. Et puis en matière des boîtes de vitesse, ça c'est l'autre grand changement. Jusqu'à là, l'Europe était majoritairement des transmissions manuelles. Et quand on observe le monde, il y a surtout dans l'Asie, la pénétration des boîtes automatiques est très souvent majoritaire. Dans certains pays, c'est presque à 100%. Et là, vraiment, la volonté de l'entreprise maintenant, c'est de doter à la gamme Renault des solutions en deux pédales, ce qu'on appelle les deux pédales. Donc automatique partout dans le monde et partout dans la gamme et partout dans les différents segments. Donc ça c'est l'autre conséquence un peu de la mondialisation de l'économie.
Alors, je vais vous parler un petit peu plus, et brièvement, mais des solutions techniques qu'on prépare pour répondre à toutes ces contraintes. Ça représente la stratégie de Renault qui a été dessinée, nous l'avons dessinée en 2009. D'un côté, on dit on va optimiser les solutions classiques. Et donc, on a lancé tout ce qui est la gamme énergie des moteurs diesel et des moteurs essence. Aujourd'hui, on a une gamme très complète qui couvre depuis les petites puissances jusqu'à les grosses puissances. En parallèle, on s'est lancé sur le vecteur électrique. Donc, on a développé, ça vous le connaissez tous, une gamme de 4 modèles électriques qui sont déjà sur le marché. Et puis maintenant, il arrive, et ça c'est l'étape que je vous annonce, maintenant arrive le moment de combiner les deux technologies, mais avec un principe de base, ce qu'on dit en anglais l'affordability, c'est-à-dire des solutions qui soient abordables pour la plupart des clients, hein, conformes à l'esprit Renault. Et notre objectif, vous le voyez là, je cite l'Europe, c'est de passer en émission moyenne de l'entreprise sous le cap des 100 grammes des CO2 au kilomètre à l'horizon 2016. Alors, qu'est-ce que sont les solutions qu'on va continuer à développer à cet horizon-là? Bon, ce sont des leviers assez classiques, mais qui incident autant sur l'amélioration de tout ce qui est la boucle d'air des moteurs, avec des turbocompresseurs de plus en plus performants, avec de doubles turbos dans certains cas. Je vais vous faire quelques annonces aujourd'hui. Il y a des systèmes de combustion de plus en plus sophistiqués et du thermomanagement plus raffiné des moteurs. Un travail très important sur tout ce qui est la friction et les poids des moteurs, et naturellement aussi des solutions de post-traitement des gaz de plus en plus évoluées, compactes et moins chères. Et puis, avec tout ça, on prétend encore gagner entre 5 et 10% en émissions. Et puis, dans certains cas, accompagner avec une première step d'hybridation, ce qu'on appelle la méli-hybridation, ou parfois des solutions 48 volts aussi connues, et commencer à introduire ça dans certains niveaux de la gamme pour encore apporter de l'ordre de 10% des gains additionnels des émissions. Alors, en matière de diesel, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, on a déployé la gamme énergie, aujourd'hui couvre sur 3 familles de moteurs déclinés à différentes puissances, mais ça, ce sont les plus importants. Vous voyez un des résultats exceptionnels qu'on a eu l'année dernière. On a fait sur une Clio avec un moteur diesel classique, les scores de 83 grammes au kilomètre de CO2. Donc, c'est un moteur qui se fabrique aujourd'hui à plus d'1,5 million dans son ensemble. On va continuer, comme je vous disais, à travailler sur la combustion, réduire les niveaux des CO2, réduire les niveaux des polluants, mais augmenter la puissance. Je fais un clin d'œil encore au client. Le client, il n'acceptera pas tout simplement payer pour avoir la même chose. Il faut qu'on lui donne une valeur plus perceptible. Donc, on va travailler sur les solutions légères, les frictions, avec l'introduction des pistons en acier, avec l'utilisation plus étendue du DLC, des traitements à base frottement et en tissure. Et on va aussi, un aspect fondamental, c'est de définir des systèmes de post-traitement, comme celles que vous voyez dans l'écran, qui sont flexibles. Ils peuvent adopter des solutions SCR, qui sont des solutions beaucoup plus chères, ou des systèmes à piège anox, qui sont un petit peu moins chers, en fonction de la gamme du véhicule et des contraintes du véhicule. À l'objet aussi, c'est d'adapter l'offre le plus près de ce que le client est prêt à payer. Donc, et ça impose des architectures modulaires dans les moteurs. Vous voyez là, la petite simulation. Voilà, dans les chapitres, je vous disais des nouveautés, vous allez voir très tôt apparaître une gamme de moteurs à double turbo, notamment l'année prochaine. Et donc, on voit l'effet du double turbo. Le double turbo, ça permet, au travers d'un downsizing, c'est-à-dire de passer des cylindrées de 2 litres à 1,6 litre inférieur, tout en gardant les mêmes niveaux de prestations. On atteint
des puissances très élevées, de l'ordre de 160 chevaux, avec plus de 100 chevaux par litre, et tout en réduisant des 41 grammes les niveaux des émissions CO2. Alors ça, c'est bien évidemment un calcul sur quelques applications. Un moteur essence, je n'ai pas déployé toutes les technologies, mais pour que vous voyez sur un aspect qui est fondamental, que c'est l'aspect de la friction, tout l'ensemble des solutions qu'on est en train de travailler pour déployer, donc avec des superfinitions, des usinages, des superfinitions dans beaucoup de pièces, des revêtements, comme on disait, DLC, des utilisations des pompes à cylindre variable, des accessoires, des courroies d'accessoires avec des amortisseurs plus performantes et plus efficaces, des systèmes de sermentation aussi plus performants, des huiles à basse viscosité. Et avec tout ça, on arrive à partir des solutions qu'aujourd'hui, les solutions actuelles du marché, à réduire de 42% l'aspect friction. Et ça, avec tout l'ensemble des solutions appliquées à l'horizon 2017. En matière de boîtes, comme je vous disais, Renault, il est vraiment aujourd'hui, plus de 50% de nos applications et de nos volumes, ils sont vendus en dehors de l'Europe. Et on est vraiment déterminé à offrir une gamme de solutions en 2 pédales très complète. Et donc aujourd'hui, avec l'appui de notre allié Nissan, on va développer basiquement toutes ces différentes technologies. D'un côté, des transmissions continuellement variables dans certains marchés, et surtout le marché asiatique, et des boîtes double embrayage, les boîtes EDC que nous avons sur le marché, qui continuera à avoir quelques dérivés, et très tendu dans toute la gamme, des boîtes robotisées pour des marchés où les coûts est essentiel et sans prescinder d'une solution de pédale, et puis des systèmes, encore des boîtes qu'on appelle Step IT, des boîtes automatiques classiques à convertisseur. Ça, c'est simplement pour que vous voyez effectivement les marchés des boîtes manuelles, ce qu'on appelle MT. Il reste stable, mais il reste stable surtout par la croissance des marchés émergents qui ne sont pas encore, ils ne peuvent pas encore se permettre de payer les surcoûts des boîtes automatiques, mais on voit que le niveau des mix dans certains marchés, Inde, Argentine, la Corée, Asie, tout ce qui est Asie, y compris le Brésil, y compris la zone, la Turquie, etc., il est en train de se développer énormément. Et ça, c'est une transformation, c'est un switch. Les gens qui passent à la boîte automatique, et rarement ils reviennent sur les boîtes manuelles. Donc ça, c'est un changement technique important et il faut mesurer les conséquences en termes d'implantation industrielle et assets industriels. Donc très tôt, ça aussi, je profite pour vous donner un peu des nouveautés quand même. Et cette année, on va sortir 2 nouvelles boîtes EDC, embrayage humide, de 6 à 7 vitesses. Et puis en 2016, on va terminer de compléter absolument toute la gamme des boîtes EDC qui ont un énorme succès dans les véhicules qu'on vient de lancer. Pour côté électrification, vous voyez ça, ce sont les 3 leviers sur lesquels Renault il a construit sa trajectoire. D'un côté, on va introduire ce qu'on appelle la mild hybridation sur des petits moteurs. Et on va directement viser ce qu'on appelle les hybrides rechargeables, c'est-à-dire des hybrides, les plug-in, hybrides à batterie, une batterie importante pour pouvoir charger et rouler en mode électrique. Et puis, on va continuer à développer notre gamme électrique avec des nouveaux moteurs sur le marché. Voilà, ça c'est grosso modo un peu c'est différent les positionnements de différentes technologies, les différents paliers et sur celles que Renault il a décidé de jouer. Donc vous voyez la gamme simplement des stop and start, des systèmes stop and start qui permettent de gagner un peu sur le cycle et qui sont déjà déployés dans l'ensemble de la gamme depuis 2011. Et on vise, comme je vous disais, des solutions 48 volts au mild hybride et qui nous permettent un gain additionnel de 10 à 15% à l'horizon 2016. Et donc, basiquement, on récupère tout ce qui est l'énergie des freinages et on génère une fonction boost
sur le moteur. Les hybrides, franchement, on ne pense pas que ça c'est une solution vraiment optimisée. Et puis les plugins ou les hybrides rechargeables qui permettent quand même jusqu'à une réduction de 75% des émissions CO2 et sur lesquels on investit énormément en ce moment. Je ne vous dévoile pas la date à laquelle on pense sortir sur le marché, mais qui est vraiment, on est confiant d'offrir des solutions à rupture des coûts par rapport à tout ce qui est la concurrence est en train de faire. Et puis les moteurs électriques, où on va, comme je vous disais, cette année, on va lancer un nouveau moteur électrique, beaucoup plus performant, beaucoup moins coûteux, et bon, c'est Lazare, fabriqué ici en Normandie, donc fabriqué chez Renault en Normandie. Donc ça, je vous parlais de la chaîne des valeurs, je vous parlais du positionnement des constructeurs, je vous parlais du contrôle de la chaîne des valeurs, et Renault, il se positionnera comme fabricant aussi des moteurs électriques. Voilà, donc dans les choix, il y a un embarras. Vous voyez les différentes technologies positionnées, un coût et un coût réel, un coût d'achat de la solution et le coût d'utilisation. On voit que malheureusement, plus les coûts d'utilisation les plus bas, plus cher c'est à l'achat. Et donc, c'est là où il va falloir faire ces différents choix. Et ce qu'on voit, et ça, c'est un message pour les anti-dieselistes, le diesel, il continue à être la solution la plus efficace. Un diesel légèrement hybridé, il est plus performant qu'un hybride, un full hybride essence. Et, sauf qu'effectivement, il y a des marchés qui ne veulent pas le diesel, ou tout simplement, le diesel n'existe pas, ou il y a des normes qui contredisent le diesel, comme les États-Unis ou le Japon. Et donc, la seule solution, c'est aller effectivement à des solutions hybrides. C'est la principale raison pour laquelle il y a certains constructeurs, en fonction de là où ils sont forts, où ils ont investi plus dans les full hybrides essence que dans des diesels améliorés. Bon, le cas de l'Europe, un peu différent. Ceci dit, comme la vocation de Renault est de devenir un constructeur mondial, on ne néglige pas du tout cet aspect-là, et donc on développera aussi des solutions hybrides essence. Le panorama tel comme on le voit en 2020, désolé, les chiffres ils sont très petits, mais ce que vous devez voir, c'est la partie bleue. Et dans des serments, les serments d'entrée de gamme, on pense clairement que 2020, au moins 70%, ils seront encore des solutions essence traditionnelles dans les entrées de gamme. Par contre, quand on va à droite, c'est les serments premium, les serments les véhicules les plus grands. Là, on pense clairement que 70% des véhicules, ils auront une sorte d'électrification, qu'ils soient des hybrides, des mild hybrides, qu'ils soient des plugins, qu'ils soient pure électriques sur des voitures grandes, ça n'a pas trop de sens, mais clairement des solutions fortement électrifiées. Et donc la problématique qu'on a là-dessus, effectivement, c'est qu'on fait face à des produits très coûteux et forcément il faut différencier pour pouvoir s'adapter correctement à l'offre commerciale. Voilà, un élément qu'il ne faut pas oublier, c'est que vous avez vu, on est parti de l'année 2000, basiquement on avait des technologies, des moteurs essence, des moteurs diesel, avec parfois quelques variantes exotiques pour des carburants alternatifs. Aujourd'hui, on a au minimum 5 ou 6 technologies différentes. Les volumes, ils sont pas multipliés par 5 ou 6. Et puis, forcément, ça nécessite un effort énorme de développement et d'investissement. Il n'y a pas d'autre solution, et ça, je pense que c'est un message que je transmets à chaque fois que je vois des fournisseurs. Il n'y a pas d'autre solution que faire des partenariats. Ça peut être des partenariats à grande échelle, comme celle qu'on voit ici, avec des patrons qui sont très contents. Mais ces partenariats-là, il est encore plus important au niveau des acteurs de l'industrie, et je parle des fournisseurs et des constructeurs. Et ça va, le futur, ça va passer pour créer des relations, beaucoup plus d'égal-égal, des co-développements, d'utiliser les ressources des uns et des autres pour développer des solutions vraiment compétitives. Et ça va transformer un petit peu la relation
qu'on a entre les fournisseurs et les constructeurs. Bon, ça c'est simplement pour vous dire que dans ce chapitre-là, la future, on est en train de co-développer entre Renault, Nissan et Daimler, la future famille de moteurs essence de Renault. Donc ça c'est un process de construction et je me vante, j'étais à l'origine de ça. Mais voilà, vous voyez des moteurs qui vont apparaître et qui, bon, ils vont équiper 3 constructeurs et ils vont être payés et surtout développés avec les savoir-faire de tous les 3. Et voilà, ça c'est le nouveau schéma industriel qu'on fera face dans l'avenir. Bon, en guise de conclusion, et je vous laisse un tout petit peu la parole quand même, c'est, vous voyez le panorama, Renault, il développe des nouveaux moteurs diesel en double turbo avec des solutions optimisées, des technologies optimisées, des boîtes automatiques un peu partout, des moteurs essence de plus en plus modernes aussi, l'hybridation qui arrive, et bien sûr on soutient notre gamme électrique. Donc vraiment, vous voyez les mots d'ordre, il y a l'avenir, il y a l'espoir, il y a beaucoup d'investissements en technologie, d'efforts à faire, mais il y a une diversité très importante et je pense qu'il faut se réjouir d'avoir beaucoup de travail devant nous. Quelques messages que bon, je passais forcément très vite, mais des messages que j'aimerais que vous reteniez quand même. Et le premier, c'est clairement les moteurs à combustion classique, ils vont continuer. Hein. Il y a quelques ans, c'est la fin. Non, ce n'est pas la fin. Au moins pour les 10 années à venir, c'est la base de l'industrie et ça va continuer la base, électrifiée ou pas. Et le deuxième message, par contre, c'est qu'on est déjà dans le monde de l'électromobilité. Donc, l'électrification est partout. Il faut que tout le monde s'y prépare et tout le monde déjà se forme et s'entraîne à utiliser ces nouvelles technologies. Et on ne sait pas jusqu'à quel horizon, on va dire, tout va être électrique ou tout va être hybride. Et la diversité, le message de diversité, c'est-à-dire il n'y a pas une seule solution gagnante. Vous avez vu, on fait face à des contraintes très très différentes, des pays avec des normes différentes, des segmentations qui se développent dans l'extrême. Forcément, ça nous oblige à développer tout type de technologie. Et les low cost, et ça Renault il peut me parler, low cost est un sujet majeur et c'est un marché profitable, mais sur le marché sur lequel il faut faire un effort d'intelligence pour développer des solutions vraiment abordables, mais qui respectent, qui sont modernes. Les partenariats, comme je veux dire, la complexité technologique, ça nous oblige à tous à essayer de partager les risques et surtout de mettre toutes les énergies en coopération. Et puis, un aspect que j'insiste encore qui est fondamental, on a besoin de nouvelles compétences, on a besoin des compétences en électronique, on a besoin des compétences en mécatronique, on a besoin des compétences en software, on a besoin des compétences à l'intégration des systèmes. Et ça, aujourd'hui, il n'y en a pas assez. Et donc, il faut qu'on crée, qu'on forme les jeunes, qu'on pousse aussi à tout le monde à faire l'effort d'y aller vers ces technologies. Et pour les nouveaux entrepreneurs, je pense que c'est vraiment une énorme opportunité pour créer des opportunités business. Voilà, donc c'est fini. Je ne sais pas si je respectais bien mon timing, désolé. Je pense qu'on a commencé un tout petit peu en retard. Je suis ouvert maintenant à vos questions, si vous avez... Je vous remercie pour votre exposé très, très large et qui dévoile votre stratégie. J'ai juste une question de compréhension toute simple. Dans le transparent où vous montriez la famille de moteurs H5, fruit du partenariat Daimler, vous et Nissan, vous avez indiqué 3,6 millions de moteurs. C'est quoi? C'est une production annuelle? C'est une capacité? Vous pouvez préciser de...
Bon, ça, c'est un chiffre magique, hein. Comme Oui, vous comprenez, on ne va pas démarrer avec 3,6 millions. bien sûr. Mais en fait, c'est l'ensemble de ce qu'on appelle la famille H, qui sera remplacée par ces des moteurs côté Renault, Nissan et Daimler. Ça représente à l'horizon où toute la gamme soit déployée et on va dire, tous les véhicules de la gamme soient déployés en volume de ces natures-là, oui. Un volume annuel? Oui. Merci beaucoup. Bonjour monsieur, trois petites questions si vous permettez. Première, sur le biturbo, en fait, est-ce que vous incorporez du KERS sur le turbo lui-même Non. Donc il n'y a pas de préaccélération, il n'y a pas de... Non. Dommage. Deuxième question, d'autres constructeurs comme notamment BM font des expériences avec de l'ICE hydrogène. Qu'en pensez-vous? Franchement, on n'a pas, on a comme tous les constructeurs, ce qu'on appelle l'ingénierie avancée, il est découpé en une partie qui est pure recherche et une partie qui est pure, on va dire, avant-projet, pour vous simplifier les concepts. La partie hydrogène, elle est clairement dans les domaines de la recherche. On n'est pas encore en train d'envisager aucun type de développement industriel. Il faut que vous sachiez, bon, ça c'est aussi de la discussion, hein. Vous sachez que ce n'est pas parce qu'on est contre l'hydrogène. Hein, je vous ai dit, l'avenir, ça sera électrique. Ça peut-être avec des piles à combustible, avec de l'hydrogène quelque part. Hein. Pas des moteurs à combustion d'hydrogène, mais l'hydrogène. Mais il faut tout simplement penser à l'infrastructure. Et franchement, au vu déjà des difficultés qu'on a tous pour mettre en place une infrastructure sur des choses tellement, on va dire, courantes comme c'est l'électrique, on n'y croit pas. On n'y croit pas qu'à court terme, il y aura une infrastructure qui permettra vraiment d'utiliser cette technologie à grande échelle. On n'est pas des petits joueurs. On va être joueurs dans les masses production et ce n'est pas la priorité numéro un. D'accord. Et puis juste la troisième, c'était, vous avez parlé, donc, vous avez une technologie CVT. Il en existe d'autres avec des enveloppes de performance potentiellement plus grandes, comme notamment, je pense à l'IVT Torotrac. Est-ce que vous avez regardé cette technologie-là? Écoutez, on a tous les constructeurs, et comme je dis, les stratégies, pour moi, la définition de la stratégie est faire des choix. Dessiner des panoramas, c'est très joli, mais à la fin, il faut choisir. Et on est dans une industrie qui nécessite beaucoup de capitaux et d'efforts, et on fait des choix. Non, on a ces technologies, vous citez, oui, on a même des prototypes. Hein. Mais on a aujourd'hui la technologie CVT, pour être plus clair et précise, nous on utilise la technologie de Nissan. Et donc ce qu'on fait, c'est d'utiliser, pousser d'abord, on pousse à Nissan, on est à l'intérieur de l'alliance, on a aussi notre, bien sûr, il faut qu'on se challenge les uns aux autres pour être compétitifs. Nissan, il a fait évoluer énormément la technologie CVT tout en utilisant la technologie classique conventionnelle, mais avec des améliorations très très importantes en matière de réduction des frictions, de remontation du couple, hein, de remontation aussi de l'ouverture de la boîte. Et aujourd'hui, si vous avez l'occasion de tester un Qashqai, la nouvelle Qashqai, vous allez voir un moteur DCI 130 développé et fabriqué par Renault avec une boîte CVT qui est fabriquée au Japon. Et vous allez voir la combinaison des deux éléments. Vous allez voir le niveau de consommation de CO2, l'incrément de conduite. Et vraiment, on n'a pas besoin d'aller à développer d'autres technologies qui nécessitent encore des investissements industriels forts. Il faut, si vous arrivez à connaître ce qu'est l'industrie, il faut fabriquer une boîte à CVT, vous allez vous rendre compte rapidement qu'il faut faire des choix. On ne peut pas utiliser trop des différences. Mais bon, dans les terrains d'exploration, effectivement, on a plein de façons aujourd'hui de faire la transmission
la transmission du couple, et on a différentes solutions mécaniques, toroïdales, d'autres qu'on a. Je peux un jour, si vous avez un jour accès à nos centres de recherche, vous allez voir tout type d'artifices. Mais bon, industriellement, il faut mettre le pied à terre et il faut choisir des solutions les plus faciles à fabriquer et qui finalement satisfassent de la façon la plus optimale aussi les contraintes qu'on a. Ça ne sera pas les plus optimisés de tout, mais ça c'est majoritairement le plus rentable. Merci. Oui, pardon. Oui, bonjour. Merci pour la clarté de votre exposé et tous les beaux sujets techniques enthousiasmants. J'avais une question précise sur, vous parliez du PHEV, ouais, dont la mise en production n'est pas encore connue, vous ne pouvez pas en parler à ce jour. Est-ce que vous partagez cette vision avec Nissan? Ah oui. Et les PHEV, si vous assistez à d'autres conférences, je pense que vous allez voir un petit peu plus de détails. Même aujourd'hui, je crois. Oui, et ça c'est un élément majeur et c'est un élément vraiment fondamental dans le développement de l'Alliance. Je vais vous donner un chiffre pour que vous ayez un peu en tête. Aujourd'hui, 90% des moteurs, ce qu'on appelle des moteurs, transmission, je vais simplifier, des mécaniques qu'on utilise dans l'Alliance est commun. C'est-à-dire, il est développé par l'un ou par l'autre, mais il est commun. Alors, les transformations importantes qu'on est en train de faire, c'est sur les hybrides, parce que maintenant, bon, il faut vraiment mettre beaucoup plus d'énergie que sur les solutions conventionnelles. Et donc, on a décidé, entre mon homologue de Nissan et moi-même, co-développer la nouvelle famille de motorisation hybride. En partant, et ça, c'est pas nouveau, tous les constructeurs le font, une structure modulaire qui puisse être déclinée dans des différentes solutions, HEV, PHEV, même mild hybride tout seul, et en communalisant le maximum des composants, ce qui sont des moteurs électriques, ce qui sont des éléments d'électronique de puissance, ou en les rendant modulaires pour pouvoir avoir un effet d'échelle et simplifier les coûts de développement. Donc effectivement, aujourd'hui, on co-développe avec eux les futurs, ce qui vont être ces motorisations hybrides, oui. Oui, bonjour. Vous avez parlé d'une nouvelle boîte DCT ou d'une évolution de boîte DCT. Et vous avez parlé beaucoup des partenariats, de l'importance de partager les CAPEX. C'est une boîte qui va être développée plutôt en interne ou c'est plutôt buy ou c'est avec des partenaires? Est-ce que vous pouvez nous dire plus? Oui. Et ça, vous le savez, je pense qu'il n'y a pas besoin de cacher quoi que ce soit. Et Renault, pour les solutions double embrayage, on a une coopération avec Getrag. Et en fait, on travaille depuis 2006 ensemble. Voilà, notre fonction, basiquement, c'est de définir les cahiers des charges, les spécifications, et puis travailler surtout sur la mise au point, parce que bon, une boîte DCT n'est ni plus ni moins qu'une mécanique. Mais après ça, il faut lui donner vie. Elle a un calculateur, il y a une calibration à faire et il y a une adaptation au goût et à ce qui est la brand identity, la signature des marques de chacun. Et donc, les schémas, il a prouvé son succès avec la boîte EDC que je dis sur le marché. Et on continue à co-développer. Et la boîte qu'on va sortir l'année prochaine, c'est une première mondiale. C'est co-développé ou développé mécaniquement et industriellement par Getrag, mais sous les cahiers des charges des Renault. Et en fait, c'est nous qui, quelque part, avons décidé de lancer ces boîtes. Après, ces boîtes, il va avoir une vie assez longue parce qu'on a vu aujourd'hui, hier, j'étais en Allemagne en train justement de la tester. On voit qu'il y a un potentiel énorme pour des hybridations, pour plein d'autres choses. Et donc, oui, la coopération est fondamentale et on va continuer. L'effort pour développer une boîte, ça nécessite des centaines de millions d'euros, centaines d'ingénieurs. On ne peut pas, quand vous voyez les spectres des solutions, on ne peut pas tout faire. Et donc, tant que c'est profitable et tant que c'est efficace et compétitif, ces partenariats doivent continuer. Et ça, c'est un message que je passe à tous, c'est que il faut qu'on construise sur le long terme. Et il faut être loyal aussi. Loyaux, pardon.
entre nous, on ne peut pas non plus mettre aux enchères à chaque fois qu'il y a une occasion. Il faut vraiment construire, mais ça s'est fait sur la base de la compétitivité des produits. Pardon. Bonjour. Pour le système biturbo, Oui. Vous avez sans doute des protos ou dans la recherche la partie e-booster, e-charger. Quelle est la chance de voir sur la route? Pardon? Quelle est la chance de voir le e-booster dans le système biturbo? Ouais, ça, je fais déjà, désolé, je ne peux pas aller plus loin. Commercialement, il y a un lancement commercial à préparer. Je ne peux pas marcher sous le pied de mes collègues du commerce. Hein. Donc, vous allez voir, tout simplement, je vous dis, vous allez voir des motorisations biturbo Renault qui montrent l'état de l'art en matière de downsizing du diesel, parce que ce sont les moteurs les plus downcisés du diesel, les plus, je pense que, bon, en dehors de quelques applications un peu, on va dire, sportives ou rares de certains spécialistes, ça sera clairement les moteurs à puissance spécifique, les diesel à large échelle, les plus en point du marché. Mais je ne vous dis pas plus. Ça, vous allez découvrir, s'il vous plaît. L'électrique booster, c'est ça? Avec les chargers? Non, vous ne pouvez pas. Je fais comme Hollande, désolé. Je décline. Bonjour, Franklin Guigné de Valeo. Ouais. Je voudrais revenir une seconde sur le PHEV. Vous avez donné des éléments de réponse. Jusqu'à récemment, vous n'aviez pas, à ma connaissance, de PHEV dans votre roadmap. Qu'est-ce qui a motivé ce choix de l'inclure? Est-ce que c'est un besoin du marché? Est-ce que c'est parce que vous êtes rendu compte que vous aviez besoin de PHEV pour être en ligne avec la réglementation en 2021? Ou est-ce que c'est par pur opportunisme par rapport à Nissan? Non, c'est que ça. Vous avez là. C'est que ça, c'est basiquement, c'est la réglementation. Aujourd'hui, pour pouvoir arriver à ces niveaux de 95 à l'horizon 2020, et il faut vraiment, vu les évolutions qu'on peut faire côté véhicule, c'est-à-dire il faut réduire la masse, il faut améliorer l'aérodynamique, il faut faire tout un tas de modifications sur le véhicule pour que, sans toucher le moteur, on arrive. Alors, l'effort, ça ne peut pas être d'un côté ou de l'autre, il faut faire un effort combiné. Aujourd'hui, dans nos simulations, il se trouve qu'à 95 grammes, on a besoin vraiment d'électrifier des solutions conventionnelles. Soit ça, soit faire confiance de que les véhicules électriques vont avoir un protagonisme sur le marché nettement plus supérieur à ce qui aujourd'hui est envisageable. Donc forcément, c'est une obligation. C'est une obligation de le faire. Hein. Et on le fera comme ça. Ouais. Et ça serait sur quel type de plateforme ou de véhicule? Ça, je vous réponds très facilement. Notre intention, c'est de développer une gamme complète. Donc, vous allez les voir depuis les hauts vers les bas. D'accord? Bonjour, merci d'avoir partagé avec nous la liste de vos projets. Tous ces projets sont très intéressants parce qu'en fait, ils sont synonymes pour une bonne partie d'entre nous d'essais, essais roulants, essais bancs. Est-ce que en fait, toutes ces gammes d'essais seront réalisées à partir de moyens existants? Première question. Ou est-ce que en fait, vous prévoyez en fait, d'investir sur des nouvelles capacités en termes d'essais? Vous parlez des moyens d'essai? Oui, tout à fait. Oui, non, mais c'est... Non, effectivement, mais c'est simplement déjà pour les passages des normes, on est obligé à investir et à moderniser. Sur les moyens d'essai, on peut parler longtemps parce qu'il y a beaucoup de tendances qui en plus se cumulent. La première, c'est qu'effectivement, il y a des exigences qui simplement par les normes, par les nouveaux cycles, des changeurs et de faire évoluer les moyens d'essai. La deuxième chose, c'est qu'on a un chapeau au-dessus de tout ce que je viens de vous raconter, c'est time to market. On faut réduire les temps de développement. Alors, avec complexité et temps de développement, forcément, les méthodes d'essai et la façon de valider
et va changer en mettant beaucoup plus, en faisant plus de confiance dans les calculs. Donc il va y avoir aussi des moyens d'essai différents, plus techniques, si vous me permettez l'expression, en combinant plus les calculs d'essai, des plans d'expérience et des explorations un peu dans des conditions de fonctionnement qui nous permettent d'être sûrs que la solution est fiable sans précisément reproduire toutes les conditions d'usage normales. On cherche vraiment à être sûr de que la solution marche. Et donc, oui, il y a toute une quantité de projets et surtout des gens qui réfléchissent à comment faire évoluer ces méthodologies d'essai. Oui. Et dernière question, en fait, par rapport à la liste de projets que vous avez indiquée, quelle sera la part des essais qui seront réservés en fait aux centres existants en France, et quelle sera en fait la part qui sera réservée par exemple à des centres d'essais Nissan ou à d'autres centres d'essais, par exemple Daimler ou autres. Vous avez la première, il y a basiquement aujourd'hui le pilotage qu'on a des moyens d'essai, c'est un pilotage global. Hein. C'est-à-dire si à un moment donné il y a un besoin précis, et la première tendance est à aller faire l'essai là où on développe le véhicule. Si le véhicule, ou le moteur, hein, si le véhicule est développé dans un endroit où il n'a pas la capacité, où il n'a pas le moyen d'essai, on utilise celui de l'autre bout du monde si c'est nécessaire. Ou on va chercher quelqu'un qui est à côté et qui a les moyens et la capacité à le faire. Vraiment, on fait du bon sens hein, là-dessus. Il n'y a pas de... Merci. Une dernière ou je ne sais pas, comme vous voulez ça. Pas la dernière. Bonjour. Je vais aussi revenir sur les PHEV. Ouais. Je voulais savoir, on a parlé beaucoup motorisation. Est-ce que vous travaillez avec les équipes d'architecture véhicule pour modifier les plateformes actuelles pour intégrer au mieux les systèmes hybrides? Bien évidemment. D'accord. Merci beaucoup. Bon, merci beaucoup.